Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des secteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste en stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette 4e saison, avec nos invités audacieux, nous allons parler du nerf de la guerre, l'argent. Et oui, comment se financent les entreprises et les organisations des secteurs du tourisme et des sports outdoor ? Quels sont leurs freins ou leurs difficultés ? Quelles sont leurs techniques et les meilleures pratiques pour lever des fonds ? Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode d'Outdoor Mind, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Pierre-Édouard Stérin, entrepreneur et investisseur. Bonjour Pierre-Édouard. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour notre podcast. Pour démarrer cet épisode, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et puis les différentes étapes de ta carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui, s'il te plaît? Très bien. En quelques minutes, donc parcours académique très chahuté, puisque j'avais beaucoup de mal à l'école. J'ai notamment passé 5 ans au lycée. Et ce n'est pas parce que je ne travaillais pas, je travaillais, mais j'avais vraiment beaucoup de mal dans les études. Donc j'ai passé 5 ans au lycée, ensuite j'ai eu mon bac, et puis j'ai fait 5 années d'études supérieures qui ont aussi été chaotiques au départ. Je suis notamment rentré dans une école de commerce post-bac que j'ai quitté au bout d'1 an parce que ça ne me convenait pas. Ensuite je suis rentré à la fac où j'ai passé 2 ans, et ensuite je suis rentré dans une autre école de commerce au sein de laquelle là, je me suis beaucoup épanoui à Lyon, et ensuite j'ai commencé à travailler dans ce qui était une passion de jeunesse, à savoir la finance de marché. Donc moi je suis né en 74, en 1987 j'avais 13 ans, j'ai commencé à intervenir en bourse. Il y avait quelques privatisations à l'époque, j'ai acheté 1 ou 2 actions, je trouvais ça très excitant, et donc mon rêve de gamin était de travailler en finance de marché. Donc j'ai commencé au début de ma carrière professionnelle à travailler un peu moins de 2 ans là-dedans, et puis finalement ça m'a pas beaucoup plu. Et donc à la fin des années 90, c'était le début de l'époque Internet, l'apparition d'Internet, et donc avec 2 amis, on a eu l'idée de monter une société de vente de jeux vidéo qui était ma deuxième passion de jeunesse après la bourse. Et donc j'ai monté une boîte de vente de jeux vidéo fin 99 qui s'est très vite développée, mais qui s'est très vite plantée également. Et donc été 2001, après être passé à côté d'une très belle opération financière potentielle, je me suis retrouvé avec 0. Et à ce moment-là, je suis reparti à la recherche d'un nouveau projet, d'une nouvelle aventure entrepreneuriale, en essayant de trouver un job également en parallèle. J'avais 27 ans. J'ai cherché un job, j'en ai pas trouvé. J'ai essayé de monter des boîtes, j'ai pas réussi. Et donc après 2 ans, à l'âge de 28-29 ans, je suis retourné vivre chez mes parents dans ma chambre d'adolescent que j'avais quitté 10 ans avant, alors que mes copains de promo avaient une vie normale de jeunes cadres dynamiques, avec un appartement, des vacances, une voiture, je ne sais quoi. Moi, j'étais vraiment dans ma chambre d'ado. Donc période très très compliquée, et à force d'essayer de monter des boîtes, il y en a une qui a fini par marcher, que j'ai créée en avril 2003, qui s'appelle Smartbox, que j'ai créé, dirigé et développé pendant 10 ans. De 2003 à 2013, je suis passé de 0 à 500 millions de chiffre d'affaires, 50 millions de résultats par an, 1000 collaborateurs. Donc ça a très bien marché. En 2013, je me suis rendu compte que j'étais arrivé à ce qu'on appelle le principe de Peter, à savoir son seuil limite de compétence. Donc j'ai eu le sentiment, c'est pas le sentiment d'ailleurs, j'ai fait de nombreuses erreurs, et c'est en faisant ces erreurs que je me suis rendu compte que j'étais probablement arrivé à mon seuil limite de compétence, et donc j'ai quitté la direction générale tout en restant propriétaire de Smartbox. Et depuis 10 ans, je continue à entreprendre, mais j'investis également. Et donc voilà, depuis 10 ans, j'ai un profil d'investisseur et d'entrepreneur. Et puis ma dernière aventure, elle date d'il y a 2 ans. J'ai monté une structure qui s'appelle le Fonds du Bien Commun, qui est une structure philanthropique, puisque quand j'étais petit, étant dans l'échec, notamment scolaire, mais sportif, j'étais en échec sur beaucoup de sujets. J'avais besoin de me projeter sur le long terme, et quand je me projetais, je me disais voilà, quand je serai grand, je serai milliardaire. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'était mon rêve. Je me disais, voilà, ça me permettra de me prouver aux autres que je suis capable de faire quelque chose de ma vie. Et comme je suis né dans les années 70, mais que dans les années 90, c'était les années Bernard Tapie, les années fric et tout, voilà, c'était le driver de beaucoup de personnes. Et donc, quand ce rêve a commencé à devenir accessible, c'est-à-dire que
grâce à Smartbox, grâce à mes investissements, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je me suis dit finalement tout ça pourquoi? Et donc la réponse que j'y ai apportée, c'est tout ça en fait pour les autres, puisque moi je vis très bien avec ce que j'ai. Je vis de façon très confortable, mais j'ai pas du tout une vie très 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 dispendieuse. Et donc l'argent que j'ai gagné ne me sert à rien. Je n'ai pas prévu de le donner à mes enfants. Et donc je me suis demandé ce que je pouvais en faire. Et donc ce que j'en ai fait, c'est que j'ai créé le Fonds du bien commun, qui est une structure philanthropique. Je suis en train d'y apporter tout mon patrimoine professionnel. Et l'idée, c'est que ce patrimoine professionnel continue à travailler. Donc, je vais continuer à monter des business, investir, gagner de l'argent. Mais la finalité de cet argent, c'est pas de grandir pour grandir, c'est de grandir pour essayer, entre guillemets, de faire le bien et donc de redistribuer cet argent à différentes causes, notamment aujourd'hui autour de l'éducation, du patrimoine, de la culture, qui sont des sujets qui m'intéressent. Waouh. Est-ce que tu peux du coup nous parler d'Ocium, son histoire, sa thèse d'investissement et évidemment un peu votre proposition de valeur et les entreprises de votre portfolio? Ouais, très bien. Et donc la structure est née il y a 10 ans. Lorsque j'ai quitté la direction générale de Smartbox en 2013, elle est née officiellement à ce moment-là. Officieusement, elle est née un peu avant. Et la question s'est posée de savoir ce que j'allais faire avec les dividendes de Smartbox. Est-ce que je l'ai utiliser pour m'acheter des tableaux, des voitures, des maisons? Mais comme j'évoquais tout à l'heure, c'est pas ma façon de vivre ou d'être. Est-ce que je donne cet argent, je le place dans des fonds d'investissement, ou est-ce que je le gère moi-même? J'ai préféré partir sur cette dernière option, le gérer moi-même, et c'est comme ça qu'Ocium Capital est né il y a une dizaine d'années. Et donc très vite, on s'y met à investir dans de nombreuses entreprises différentes, avec un objectif très clair, qui était de gagner de l'argent en investissant essentiellement en France, et au départ essentiellement dans le secteur des loisirs, qui était le seul marché que je connaissais un petit peu. Et donc on a fait ça pendant plusieurs années, ça a plutôt bien fonctionné, ça fait beaucoup de petits, et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Ocium Capital? C'est une structure qui gère un petit peu moins d'1,5 milliard d'euros. C'est 1,5 milliard d'euros, en fait, c'est les 5 000 euros de 2003, quand j'ai créé Smartbox, qui ont fait beaucoup de petits. Donc 5 000 euros sont devenus 1,5 milliard d'euros. Donc Ocium gère cette somme-là, elle ne l'investit que dans des entreprises en direct. Donc, voilà, on ne fait pas d'immobilier, on n'investit pas dans des fonds d'investissement, on n'investit pas en bourse, on investit tout en direct dans des entreprises, 60% en France, 20% en Europe, 20% aux États-Unis. Et en fonction des années, on développe différentes thèses d'investissement. Exemple, aujourd'hui, on investit beaucoup dans ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le retail de loisirs, le commerce de loisirs, ou en anglais le retailtainment. Et donc, on développe des concepts où on investit dans des concepts de trampoline park, de plaine de jeux pour enfants, de bowling, de karting, de laser game. Voilà, c'est une des 5 thèses d'Ocium. On investit de 100 000 euros à 50 millions par entreprise, donc c'est extrêmement large. Quand on investit, on cherche à gagner au moins 100 millions à la sortie, quel que soit le montant investi. Donc évidemment, quand j'investis 100 000, j'attends à ce que le truc se développe très fortement pour arriver à gagner 100 millions. J'ai aucune échéance de temps. On peut rester 5 ans, 10 ans, 15 ans dans une entreprise, contrairement à un fonds classique. Nous, on est intéressé de rester tant qu'il y a de l'argent à se faire, entre guillemets. Et dans les très belles entreprises du portefeuille, historiquement, une de nos belles opérations, c'était La Fourchette, qui s'est renommée The Fork. Ça, c'était la première très belle opération sur laquelle on a travaillé. Et aujourd'hui, dans les belles sociétés qu'on a en portefeuille, on accompagne depuis le premier jour ou presque Pollen Paris, qui est une très belle marque de maroquinerie, de sac à main. On accompagne des sociétés comme Hawkin, qui développent des nouvelles molécules sur base de l'intelligence artificielle. On investit dans des boîtes comme Payfit, qui est un SaaS autour de la gestion de bulletins de paye. Voilà, on a à peu près 120 lignes en portefeuille aujourd'hui, donc on a un portefeuille assez étoffé. Et on investit chaque année, l'année dernière, on a investi 200 millions d'euros dans une quinzaine d'entreprises. Donc ça fait à peu près 15 millions de tickets moyens. Après, il y a aussi beaucoup de réinvestissements, c'est-à-dire des boîtes dans lesquelles on investit il y a 2, 3, 4, 5 ans, dans lesquelles on réinvestit chaque année. C'est quoi le conseil primordial que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait créer son propre family office au démarrage? C'est d'être très clair sur l'objectif que l'on veut atteindre. C'est comme quand je prends ma voiture, si je rentre pas une adresse très précise dans Waze, j'arrive nulle part. Et ça peut être un choix, hein. Mais mon conseil, c'est d'être très clair sur ce qu'on veut atteindre comme objectif et sur le temps qu'on est prêt à passer sur le sujet. Dit autrement, si j'ai envie d'y passer 0 temps,
bon, bah, évidemment, je vais plutôt essayer de confier mon argent à des sociétés de gestion existantes. Si par contre je suis prêt à y passer beaucoup de temps, je vais peut-être me permettre de recruter une équipe si mon family office est assez gros. Et puis en fonction des objectifs que j'ai envie d'atteindre, voilà, je vais investir dans tel ou tel secteur, dans telle ou telle géographie, des petits tickets, des gros tickets. Je vais prendre beaucoup de risques, pas beaucoup de risques. Tout ça, ça dépend de l'objectif. Donc l'objectif, je pense qu'il faut vraiment être très très précis, le détailler le plus possible pour ensuite savoir quel chemin prendre pour l'atteindre. Et du coup, à quoi ressemble ton quotidien professionnel avec toutes ces activités? Alors mon quotidien aujourd'hui, c'est à peu près 20% de mon temps sur le fonds du bien commun. Donc c'est une partie mineure. Pourquoi ? Parce que le sujet m'intéresse, mais me passionne pas plus que ça. Je l'ai créé parce que ça me semblait être indispensable et utile, mais c'est pas ce qui m'amuse le plus. Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est de monter des boîtes et d'investir. Et donc 80% de mon temps, c'est justement monter des boîtes et investir. Et les 80%, je les ai séparés en 2 blocs. Il y a un premier bloc sur tout ce qu'on a déjà en portefeuille, toutes les boîtes qu'on a créées, toutes les boîtes dans lesquelles on a investi, dans lesquelles on continue à jouer un rôle important. Donc ça, c'est à peu près la moitié de mon temps, la moitié de mes 80%. L'autre moitié, c'est chercher de nouvelles opportunités pour investir, nouvelles opportunités de création, puisque j'ai oublié de le préciser, mais Otium Capital, c'est de l'investissement, mais c'est également de la création d'entreprises. C'est-à-dire que chaque année, on crée 4, 5, 6 nouvelles entreprises dans différents secteurs. Mais attends, mais d'où elles te viennent les idées pour créer autant d'entreprises dans chaque secteur différent tous les ans ? Alors, il y a beaucoup d'idées qu'on nous apporte, des personnes qui viennent nous voir avec des idées qui nous demandent juste du financement. Ça, c'est un axe. Un autre axe, c'est que, en fait, et c'est un peu le succès de Smartbox au départ. Smartbox, moi, j'ai rien créé. J'ai trouvé le même concept en Belgique. J'ai pris une franchise en Belgique pour le développer en France, et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et après une vingtaine d'échecs entrepreneuriales, c'est en dupliquant un truc qui existait déjà que j'ai réussi. Et donc, pour répondre à ta question, le deuxième axe pour trouver des idées, c'est tout simplement trouver des idées ailleurs et les dupliquer sur d'autres territoires. Et on se rend compte, ça paraît fou, mais qu'il y a une énorme proportion des entrepreneurs ont comme champ d'action leur territoire. Ça peut être leur région, leur département, leur ville, mais ça va pas souvent beaucoup plus loin. Et donc, il y a beaucoup de très bonnes idées à récupérer dans plein de villes, dans plein de pays, qu'on peut dupliquer ailleurs, et au moins le modèle a déjà été éprouvé. Et donc, il est plus facile, je trouve, de réussir en faisant ça que de réussir en montant un truc qui sort de nulle part. Ce qui ne nous empêche pas de le faire, mais c'est évidemment plus compliqué et plus chance de se planter. T'as l'air d'être un master de l'échec. Heureusement que tu réussis plus souvent que tu n'échoues. Comment tu fais pour tenir quand c'est difficile ? Qu'est-ce qui fait que t'arrives à dépasser tous ces échecs ? Ouais. Alors en fait, donc effectivement, donc beaucoup d'échecs tout petits, tant scolaires que sportifs. Je donne un exemple un peu caricatural, mais c'était la réalité. Moi, je suis assez grand, j'ai des lunettes. Quand on était à l'école, qu'on avait 8 ans, et quand on faisait l'équipe de quand il y avait une équipe de foot qui se montait, d'un côté il y avait le petit gros, et puis de l'autre côté il y avait le grand à lunettes, et ces deux personnes-là étaient celles que personne ne voulait jamais prendre dans son équipe. Donc des frustrations, on appellerait ça maintenant du harcèlement scolaire. Moi, je pense que ça m'a été extrêmement bénéfique parce que j'ai pas mal tourné, j'ai pas été malheureux, même si c'était pas simple à l'époque d'être toujours pris en dernier dans l'équipe de foot. Mais toutes ces frustrations m'ont forgé un caractère, je pense, très très de battant entre guillemets, de guerrier, profil très très combatif, et m'ont donné aussi une détermination, une force de caractère importante. Donc grâce au harcèlement. Donc voilà, où est-ce que j'appuie mon énergie ? Je pense que j'appuie dans tous ces échecs que j'ai connus étant jeune. Ça m'a également évidemment permis de développer, c'est toujours un peu délicat de dire ça, mais une certaine humilité. C'est-à-dire que, ayant vécu tant d'échecs, je sais que tout ce que je touche ne se transforme même pas en or, loin de là. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je continue à en faire beaucoup, et aujourd'hui ça marche bien parce que je travaille énormément, parce que j'essaye d'apprendre de mes erreurs, et j'essaye aussi évidemment de m'entourer de personnes très 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 compétentes, qui sont d'ailleurs je dirais la principale raison de mon succès, c'est ma capacité à avoir pu m'entourer de très très bons collaborateurs et associés. Voilà. Et cette énergie, dernier point peut-être, qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, dans ces périodes donc d'échecs successifs, quand je me suis retrouvé à 26-27 ans, retourné vivre chez mes parents, j'étais quand même un peu au fond du trou, et je suis tombé mais complètement par hasard sur un bouquin qui s'appelle Unlimited Power, en français Pouvoir illimité, qui est un livre qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Anthony Robbins et qui parle de programmation neurolinguistique. Et en une phrase, c'est tout simplement des méthodes pour vous permettre d'atteindre n'importe quel objectif.
Et c'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup aidé pendant plusieurs années à me redonner confiance en moi et à me permettre de développer des méthodes pour pouvoir mieux travailler, mieux réussir, quels que soient mes objectifs. Ça t'a structuré totalement dans ton approche, ça t'a donné un cadre et après une méthode à suivre pour relever tous les challenges et avancer. Tout à fait, tout à fait. Alors je pense que j'avais en moi cette détermination, cette volonté, mais le fait de lire un livre qui m'expliquait que c'était possible et qui surtout allait me donner des techniques pour pouvoir le mettre en place, ça a été, voilà, ça m'a vraiment, ça a été game changer entre guillemets. Si on revient à Ossium, est-ce que tu peux nous parler du processus entre le moment où il y a un dossier de levée de fonds qui arrive sur ton bureau, le moment où vous le financez ou pas, quelles sont les étapes, combien de temps ça dure? Alors, la première étape, c'est soit on va chasser des dossiers qui nous intéressent sur certains secteurs, certaines géographies, soit on reçoit, sans rien avoir demandé, des dossiers directement, on reçoit à peu près 3-4 000 dossiers par an, donc on en reçoit énormément. Une fois qu'on reçoit un dossier, en quelques secondes, on voit très rapidement si le dossier coche nos cases ou pas, d'un point de vue géographique, d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue ambition. Notamment sur la forme. Si déjà sur la forme, quelqu'un qui cherche à lever de l'argent est pas capable de faire quelque chose de propre, comment est-ce que cette personne pourra, le jour où il se lancera, arriver commercialement à vendre ses produits? C'est déjà pas se vendre à un investisseur. Donc 90% des dossiers, on les lit moins de 30 secondes, moins d'une minute, et ensuite sur les dossiers restants, on y passe un petit peu de temps. Si on trouve ça intéressant, à ce moment-là, il y a un call ou un visio qui est fait avec l'entrepreneur. Si le call ou le visio se passe bien, il y a un rendez-vous. Et si le rendez-vous se passe bien, il y a à ce moment-là une phase d'audit qui va durer quelques jours ou quelques petites semaines. Et je dirais qu'au final, le temps d'investissement, entre le moment où on reçoit le dossier et le moment où on investit, il va s'écouler entre 6 semaines et 18 semaines. Donc entre 1 mois et demi et 4 mois à peu près, entre les formats les plus rapides et les formats les plus longs. Tu as évoqué le fait que vous aviez une grille d'analyse. Est-ce que tu peux nous révéler quelques-uns des critères auxquels vous êtes particulièrement vigilant? Oui, alors c'est basique. Disons qu'il y a 3 sujets clés. Le premier, c'est évidemment l'équipe. Le deuxième, c'est le produit. Le troisième, c'est le marché. Donc, et plutôt dans cet ordre-là. Si on a une top équipe, même si le produit est pas terrible et que le marché n'existe pas, c'est pas grave. Ils pourront créer leur marché ou ils pourront modifier leur produit pour que ça marche. Donc le premier point, c'est l'équipe, et concrètement sur l'équipe, on va regarder ce que les gens ont fait avant de nous écrire. Donc soit c'est des gens qui ont quelques années d'expérience et on est capable de voir au travers de leurs quelques années d'expérience, ils ont fait quelque chose qui peut justifier le fait que ce soit des personnes exceptionnelles. Soit c'est pas le cas. Et à ce moment-là, on va essayer de regarder d'autres choses que leur parcours professionnel. Ça peut être évidemment leur parcours scolaire. Et si c'est ni l'un ni l'autre, c'est pas grave. On a évidemment financé également des entrepreneurs qui avaient un parcours scolaire nul et qui avaient un parcours professionnel nul. Mais à ce moment-là, il faut vraiment être très très fort. Exemple, je me rappelle un projet qu'on a financé. On est toujours actionnaire aux États-Unis qui s'appelle Kids Empire. Ce sont des plaines de jeux pour enfants. Ce type, il avait une détermination de dingue, il avait un bagou de dingue, et il développait un concept qui avait déjà fait ses preuves en France, qu'il voulait exporter aux États-Unis. Donc, ce que je disais tout à l'heure, là, c'est quand même plus simple de dire que ça va marcher parce qu'il avait développé un truc en France qui avait fonctionné. Il voulait faire la même chose aux États-Unis où ça n'existait pas. Et ok, il n'avait pas de diplôme, il n'avait pas un track record professionnel incroyable, mais on a su en faire fi pour pouvoir faire ce dossier-là. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à des entrepreneurs qui veulent se lancer dans une levée de fonds? C'est quoi les critères sur lesquels il faut être vigilant pour éviter de se ramasser dès le début finalement? Alors, plusieurs points. Premier point, être très précis sur le type d'investisseur qu'on a envie de faire rentrer son capital, afin de pas spammer tout le monde et d'aller identifier les profils qui auront le plus de potentiel d'investir chez vous. À nouveau, que ça peut être d'un point de vue sectoriel, géographique, taille de ticket ou autre. Mais voilà, essayez vraiment de trouver les investisseurs les plus qui ont le plus de chances de signer avec vous. Le deuxième point, c'est de soigner la forme de façon très importante. Voilà, il y a des codes, c'est un peu comme un CV. Et quand on reçoit 30 dossiers par jour ou 30 CV par jour, à nouveau pour faire un parallèle avec le recrutement, si vous vous amusez à avoir un truc un peu original et tout, ça va pas le faire. Donc identifiez les codes et copiez-les. Voilà, et donc ça c'est à la fois sur ce qu'on appelle le deck, le dossier d'investissement, que sur les 10-15 lignes d'accroche. Ces 10-15 lignes d'accroche, ça peut être 2-3 heures de travail pour trouver les 10 ou 15 lignes qui vont faire que la personne va lire votre message et va ouvrir la pièce jointe. S'il y a 10 ou 15 lignes qui tiennent pas la route, on n'ouvre pas la pièce jointe. Donc là, il faut être, il faut vraiment travailler son sujet.
et voilà, donc qui sont les investisseurs les plus opportuns, comment est-ce que je rédige mes 15 lignes et comment je fais un beau dossier. Et voilà, c'est la base. Et ensuite, évidemment, il faut essayer d'avoir un projet à la fois ambitieux, mais dans le même temps relativement raisonnable et construit pour qu'il apparaisse comme étant crédible. Il faut avoir dans le deck, donc dans le dossier d'investissement, les 15 ou 20 slides qui vont nous permettre d'avoir une visibilité sur tous les sujets clés, la qualité de l'équipe, le produit, en quoi il répond ou il pourrait répondre à un éventuel marché, la taille du marché qu'on attaque, le business plan qui va justifier la levée de fonds nécessaire. Voilà, mais là-dessus, maintenant sur Internet, il y a quand même énormément de bases de données qui existent, qui permettent d'avoir des bons modèles de deck à copier. Depuis que tu as créé Othium, est-ce que tu as un souvenir ou une anecdote d'une situation amusante ou insolite que tu aurais vécue? Une de nos plus belles opérations à date d'investissement, c'est donc une société qui s'appelle Owkin, O-W-K-I-N, qui crée de nouveaux médicaments sur base de l'intelligence artificielle. Et l'anecdote, c'est que en fait, la personne qui a créé, qui dirige cette entreprise, avait spammé un certain nombre de business angels en allant tout simplement chercher les classements qu'on trouve à droite à gauche. Et donc, il m'a envoyé 3-4 lignes. Voilà, comme le font une trentaine de personnes chaque jour quand je reçois ces dossiers d'investissement. Et là, ces 3-4 lignes étaient suffisamment bien rédigées que ça me donne envie d'ouvrir la pièce jointe. J'ai ouvert la pièce jointe, j'ai trouvé ça intéressant, je l'ai communiqué à mes équipes. Et aujourd'hui, c'est un de nos plus beaux investissements. Et tout ça est venu donc d'un gars qui s'est dit, tiens, à qui je pourrais écrire? Je prends le classement des business angels, j'envoie au top 30 et le deal s'est fait. Et voilà, donc ça, c'est un de nos beaux succès. Et de quelqu'un qui avait pas de réseau, qui nous a écrit un peu en sortant de nulle part, entre guillemets. Tout à l'heure, on a pas mal parlé des erreurs, des échecs dont on se relève, la résilience. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a une erreur en particulier que tu estimes être vraiment la plus grosse que tu aies pu commettre, et qu'est-ce que tu en retiens? Alors, je pense que mes plus grandes erreurs, il y a des erreurs en tant qu'entrepreneur, des erreurs en tant qu'investisseur, mais je dirais, le point commun entre les erreurs que j'ai pu faire dans un cas comme dans l'autre, c'est souvent un point RH, donc un point de recrutement. Et donc, il m'est arrivé par le passé d'avoir de temps en temps des collaborateurs qui n'étaient pas complètement au niveau ou qui n'avaient pas l'éthique qui convenait et d'avoir trop souvent temporisé. Dire voilà, c'est pas grave, mais bon, quand même, il est pas mal, elle est pas mal. Bon, puis il y a quand même telle qualité, donc ok, il a peut-être tel défaut, il est peut-être pas complètement ceci, complètement cela, mais c'est pas grave. Et ça, c'est une erreur que j'ai reproduit à plusieurs reprises. Et pourtant, je sais que quand on a un doute, on n'a pas de doute. Quel chef d'entreprise n'a pas réalisé cette erreur, franchement. À propos d'erreurs, est-ce qu'il y a des decks de sociétés que tu as eu dans les mains et où vous avez décidé de passer votre tour et finalement c'est devenu des licornes? Est-ce que tu as en tête comme ça quelques très beaux dossiers et t'es passé à côté? Alors oui, malheureusement, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Je vais vous citer 2 exemples qui sont relativement connus dans l'écosystème tech aujourd'hui. Le premier, c'est Doctolib. Doctolib que je connais très très bien puisque le fondateur de Doctolib est un ancien salarié d'Othium Capital. Voilà. Et à une époque où Othium on était 4 ou 5, donc c'est pas comme si on était 500. Alors on était 4 ou 5. Et il y a une personne qui a démissionné pour monter Doctolib. Il m'a proposé d'investir pas au premier tour. Au premier tour, il avait proposé à son N+1 qui était mon N-1. Et à son deuxième tour, il m'a proposé d'investir. Et je connaissais un peu le garçon que je trouvais extrêmement brillant. Mais je trouvais la valorisation complètement déconnectée de la réalité. Et donc j'ai refusé d'investir, alors que compte tenu de ce que c'est devenu, j'aurais évidemment dû investir. Donc ça, c'est mon plus gros échec à date. Mon deuxième plus gros échec à date, c'est Alan, qui est une société dans le secteur de l'assurance. Et là, j'avais rencontré des entrepreneurs, et même histoire, des gars très forts, mais qui demandaient une valorisation très élevée. Et donc j'ai dit non. Et j'ai d'autres aventures avec malheureusement les mêmes résultats. Et donc mon learning, mon apprentissage là-dessus, c'est quand on a quelqu'un d'exceptionnel en face de soi, faut être prêt à payer le prix. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas toujours facile parce que finalement, tu te rends compte que tu vois peu de temps les gens. Et se rendre compte de la différence entre quelqu'un qui est exceptionnel sur le fond et quelqu'un qui va juste être exceptionnel dans la manière dont il délivre un message, c'est pas tout à fait la même chose.
Non, c'est pas toujours facile, c'est vrai, et on se fait parfois avoir effectivement par des personnes qui ont un bagou, qui présentent très bien, et en fait derrière, c'est pas toujours très très carré, très très solide. Mais là, faut essayer d'arriver à poser les bonnes questions pour très vite identifier si c'est que du flan ou pas, et essayer de faire les bons choix. Et je dirais qu'avec les années, ça fait 10 ans qu'on fait ça, c'est un peu plus facile, même si on continue bien évidemment à faire des erreurs, d'identifier très rapidement les gens qui sont vraiment exceptionnels, des profils qui sont moins exceptionnels. En sachant qu'on est tous exceptionnels quelque part, hein. On paraît parfois dur parce que voilà, on veut vraiment un gars exceptionnel pour le job et lui il est pas exceptionnel, mais on est tous évidemment exceptionnels quelque part. Après, on n'est pas tous un entrepreneur exceptionnel, mais on peut être exceptionnel dans plein d'autres sujets. On est tous 10 sur 10 quelque part. Et ça, je pense, c'est important de pas l'oublier. Et tu nous as parlé tout à l'heure de ce qui était ton moteur, ton énergie, justement, voilà, ces challenges à relever. Quelles sont tes plus grandes satisfactions, ce dont tu es le plus fier, peut-être même tes plus grands accomplissements à ce jour, depuis que tu fais tous ces investissements, depuis ce parcours entrepreneurial? Alors, je me mets toujours la barre très haut, hein, donc je suis très heureux de plein de choses, mais je suis toujours souvent frustré de plein de choses également, et j'ai du mal à me dire waouh ceci, waouh cela. Maintenant, s'il fallait quand même je vais quand même répondre à des questions. Hein. Moi, je suis très content d'avoir monté une entreprise assez tôt, c'est-à-dire 2 ans après mes études supérieures, même si je l'ai planté, parce que j'ai appris vraiment énormément de choses. Ça m'a donné un goût de l'entrepreneuriat encore plus important. Si je n'ai pas pris ce risque à l'époque de démissionner de cette banque où j'étais très bien payé pour monter cette boîte, je pense que j'aurais pas du tout eu le parcours que j'ai eu. Donc je suis très fier de cette aventure, même si elle s'est soldée par un échec. Je suis très fier ensuite du succès de Smartbox. Smartbox, j'ai vraiment démarré avec 5 000 euros. Quand vous créez une boîte avec 5 000 euros, les salaires c'est compliqué, le loyer c'est compliqué, enfin tout est extrêmement compliqué. Et moins vous avez d'argent, plus vous êtes intelligent. Donc ça m'a vraiment obligé à être très très malin pour ne pas dépenser cet argent, rapidement en gagner, pouvoir développer l'entreprise. Hein, puisque Smartbox, je suis passé de 0 à 500 millions de chiffre d'affaires, de 0 à 50 millions de résultats en 10 ans, avec 5 000 euros, et j'ai levé au bout d'un an 100 000 euros. Mais j'ai pas levé plus d'argent. Donc je suis très fier de la dizaine d'années chez Smartbox où on a connu vraiment un développement très 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 important, et des boîtes qui se créent, qui en 10 ans passent de 0 à 50 millions de résultats par an. Il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Et comme moi je suis très compète et tout, et ben voilà, me dire que j'ai créé une boîte de cette taille-là en 10 ans, j'en suis assez fier. Et après, s'il fallait que je regarde plutôt aujourd'hui je suis fier de quoi? Je pense que je n'ai jamais eu une équipe de la qualité de celle que j'ai actuellement chez Osium pour investir. Et donc, on a eu de très bons résultats sur les 10 dernières années. On a fait en moyenne à peu près 25% de rendement par an, mais avec une équipe qui n'était pas du tout au niveau de celle que j'ai aujourd'hui. Donc, ça me donne résultat. Je suis extrêmement confiant pour l'avenir compte tenu de l'équipe que j'ai. Et donc, je suis vraiment très content d'avoir réussi à attirer des personnes d'une aussi grande qualité à mes côtés actuellement. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Bonne question. Anthony Robbins, que je ne connais pas, que je ne connais qu'à travers ses livres, m'a donné plein de bons conseils, et notamment le titre de son livre, hein, Unlimited Power. On a tous un pouvoir illimité en nous. Il s'agit juste de le travailler. Et je me souviens d'une anecdote dans ce livre où il parle du meilleur pâtissier du monde. Et il explique tout simplement qu'on peut tous devenir quasiment le meilleur pâtissier du monde en répliquant la façon dont travaille ce pâtissier. Donc si on achète les ingrédients au même endroit, si on utilise les mêmes robots pour cuisiner, si on mélange la pâte au même endroit, si on met le four à la même température et autres, on va s'approcher du meilleur gâteau du monde. Et c'est vrai pour le gâteau, mais c'est vrai pour l'entrepreneuriat, c'est vrai pour le sport, c'est vrai pour tout. Donc s'inspirer des meilleurs, essayer de copier leur méthode, copier dans le bon sens du terme, hein, voilà, de s'inspirer d'eux, de répliquer ces méthodes, d'ajuster quand ça va pas trop. Voilà, on a mis un peu trop de sucre, un peu trop de sel dans le gâteau, et on le refait. On met cette fois-ci un peu plus de ceci, un peu plus de cela, et à force de le refaire, on s'améliore. Donc voilà, je dirais Anthony Robbins, indirectement, puisque je ne le connais pas, a été quelqu'un qui m'a apporté énormément de bons conseils. Et comment est-ce que tu vois le futur de l'investissement dans les prochaines années, de 3 à 5 ans? Ouais, alors j'ai pas d'avis fort là-dessus.
mais après j'ai quelques idées quand même. Actuellement, le marché est devenu beaucoup plus compliqué sur le marché de l'investissement dans ce qu'on appelle le venture, hein, donc sur les jeunes entreprises, notamment dans le secteur de la tech, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce qu'il y a eu peu de levées de fonds d'investissement sur les 2-3 dernières années. Donc les fonds qui investissent aujourd'hui sont ceux qui ont levé de l'argent il y a 4 ou 5 ans. Et donc je pense que ça va encore durer 1, 2, 3 ans, cette période compliquée d'investissement, qui nous arrange, puisque concrètement, il y a moins de compétition en face. Donc quand on va investir dans une entreprise, il y a moins de fonds en face de nous, donc c'est un peu plus facile, les prix sont un peu moins élevés. Donc je pense que ça va être plus compliqué sur l'investissement en equity. Après, la puissance publique française a décidé de faire beaucoup de choses, mais beaucoup d'argent sur la table, notamment dans le secteur de l'industrie. Et donc ça va certainement avoir le même impact que celui que ça a pu avoir sur la French Tech il y a 10 ans. Il y a 10 ans c'était la French Tech, maintenant c'est plutôt la French Industrie. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, notamment qu'on accompagne chez Otium. On en voit beaucoup qui se lancent dans ce marché-là grâce à l'argent public. Et voilà, donc je pense que ça va être un peu plus compliqué de lever l'argent, il va falloir être un peu plus low cost orienté, et c'est très bien à nouveau, parce que je pense qu'on n'est jamais aussi intelligent quand on a peu d'argent. Et nous, on a vu sur les dernières années beaucoup d'entrepreneurs qui avaient levé beaucoup d'argent, qui avaient à peine commencé à démontrer le succès de leur business en France, qui tout de suite ont voulu se lancer en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, alors qu'ils n'avaient juste rien fait ici. Donc à un moment, c'est super d'avoir de grandes ambitions. Je suis le premier à essayer d'être toujours très très ambitieux, de pousser la barre très loin, mais il faut d'abord consolider ses bases. Donc c'est super d'attaquer un autre pays, mais commence par faire un business rentable là où tu es avant de vouloir partir ailleurs. Et donc le fait que l'argent se raréfie sur les levées de fonds va certainement forcer tous les entrepreneurs à être meilleurs, et donc je pense que c'est une très bonne chose. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il y a si peu d'investissement dans les entreprises qui sont dans les secteurs des loisirs, des sports outdoor ou du tourisme ? Alors, si je regarde nous ce que l'on fait, alors si je prends le secteur des loisirs, de ce que j'appelais tout à l'heure le retail de loisirs, il y a effectivement un niveau de concurrence qui est relativement faible aujourd'hui. Alors, il n'y a pas énormément d'opportunités d'investissement. Il y a quelques entrepreneurs, mais il n'y en a pas tant que ça. Et il n'y a aussi pas de fonds spécialisés là-dessus. Et donc, c'est peut-être dû à la jeunesse de l'écosystème. Je réfléchis tout. Ça peut être un axe, hein, c'est-à-dire que ce marché du retail de loisirs est un marché relativement récent. Sur la partie outdoor, sur toute la partie travel, intermédiation, c'est des marchés qui sont très compliqués. Il y a des boîtes qui gagnent beaucoup d'argent comme Booking, mais en dehors de ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc le marché de l'intermédiation est compliqué. Le marché de l'exploitation est un marché où en dehors du camping ou de très gros réseaux, c'est beaucoup de petites structures. Donc c'est pas non plus un marché évident. Et ensuite sur toute la partie textile, je pense que c'est compliqué d'émerger. Il y a beaucoup de grosses marques qui sont présentes, donc il faut vraiment arriver à trouver un axe très particulier pour arriver à émerger en créant une marque ou en créant une marketplace. Et il n'y a pas eu peut-être énormément de gros succès qui auraient pu inciter ensuite d'autres investisseurs à se dire bon bah tiens, il y a plein de boîtes qui ont explosé dans le secteur du SaaS, et bah tiens, je vais monter un fonds d'investissement expert dans le secteur du SaaS. C'est peut-être un peu moins de cas dans cette industrie. Merci beaucoup Pierre-Édouard Stérin pour cette analyse et d'avoir été notre invité dans cet épisode d'Outdoor Minds. Merci Armelle, merci Ariane. Voici les 6 points clés et la punchline de l'épisode. Le premier, c'est que on peut avoir un parcours scolaire chahuté et être un grand entrepreneur et investisseur à succès. Tout ne se joue pas à l'école. D'ailleurs, à propos d'école, dites bien à vos enfants de ne pas harceler les autres enfants qui leur semblent aujourd'hui plus faibles, car demain, ces enfants chétifs et grassouillés seront leurs big boss. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a tous en nous un pouvoir illimité. Le deuxième point à retenir, c'est que de 5 000 € à 1,5 milliard d'euros, tout ça, mais pourquoi ? Eh bien, tout ça pour les autres, parce que la finalité de l'argent, c'est de faire le bien. Pas parce que l'argent pour l'argent ne fait pas le bonheur, mais parce qu'il y contribue. Le troisième point, c'est que l'un des grands avantages des family office par rapport aux fonds d'investissement traditionnels, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps sur le ROI. Donc, travailler avec des family office vous donne un peu d'air, contrairement à des fonds qui peuvent vous mettre plus la pression. Le quatrième point, c'est que si vous souhaitez créer un family office, eh bien, il faut être très clair sur son objectif final et le temps qu'on veut y consacrer ou qu'on est prêt à y consacrer. Et enfin, le dernier point, c'est que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface.
Donc, lorsque vous préparez votre deck pour lever des fonds, eh bien, travaillez bien sur votre préparation, sur votre présentation, sur vos 10 à 15 phrases d'accroche et visez uniquement les investisseurs les plus pertinents pour vous. La punchline de l'épisode, c'est que moins vous avez d'argent et plus vous êtes intelligent. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si vous êtes arrivé au bout, c'est sûrement qu'il vous a plu. Nous vous invitons à le partager autour de vous et à nous soutenir en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître cette balado-diffusion et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez découvrir de nouvelles choses dans le tourisme et les sports outdoor ? Alors nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain avec un invité prestigieux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.